Je suis ravi d'accueillir Dominique Tournès. J'ose plus dire didacticien des mathématiques, parce que non, hein, c'est ça, hein, j'ai encore faux, c'est ça. Alors je vais peut-être le laisser se présenter lui-même, en tout cas le remercier pour cette conférence. Quand on a organisé ce printemps de la recherche, l'idée c'était de se dire aussi sur cette thématique des questions d'épistémologie et d'histoire des disciplines, de faire un pas de côté, avec un angle original. Et donc, c'est dans le cadre du dialogue avec les différents directeurs d'INSPE qu'on a choisi de se tourner vers vous pour vous inviter, pour nous amener à réfléchir autrement, à s'ouvrir des perspectives sur cette thématique du printemps de la recherche. Donc, donc je vous donne la parole et encore merci à vous. Merci. En fait, c'est moi qui vous remercie. Je suis très honoré d'être ici parmi vous et je remercie très chaleureusement le réseau des INSPE de m'avoir invité. Alors, comme Marc, je ne suis pas didacticien, mais historien des mathématiques. Et je vais vous parler de l'ethnomathématique. Ethnomathématique, c'est composé des mots ethnologie et mathématiques, c'est analogue à l'ethnomédecine, l'ethnobotanique. Nous allons définir progressivement ce que c'est. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler un peu de l'histoire de l'ethnomathématique, d'où vient cette discipline. C'est une discipline qui est née relativement récemment, à l'époque de la colonisation. Je vous présente ici les pères et mères fondateurs de l'ethnomathématique, qui, maintenant qu'ils sont décédés, en sont devenus les figures tutélaires. Tout d'abord, Ubiratan d'Ambrosio, qui était professeur de mathématiques à l'Université d'État de Campinas à São Paulo au Brésil, et qui est sans doute le premier à avoir utilisé le mot ethnomathématique. Son constat était que les mathématiques occidentales, via la colonisation, donc avaient permis la navigation, les progrès scientifiques et technologiques, la conquête de territoires, le développement d'un système financier, économique, commercial à la base du capitalisme moderne. Et ces mathématiques occidentales, à travers la colonisation, avaient dévalorisé, voire détruit des savoirs mathématiques traditionnels, principalement dans les pays du Sud. Il y a donc dans sa volonté de favoriser cette nouvelle discipline, l'ethnomathématique, une volonté politique de revaloriser les connaissances mathématiques, scientifiques des pays du Sud. Et son objectif était aussi éducatif, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas enseigner les mathématiques au fin fond de l'Amazonie avec des curriculums et des manuels scolaires venus directement du Portugal, avec des situations proposées aux enfants n'ayant rien à voir avec leur contexte linguistique et culturel. Il y avait donc le projet de fonder, de créer de nouveaux curriculums, de nouveaux manuels scolaires, de nouveaux programmes d'enseignement, de nouvelles situations pédagogiques, s'appuyant davantage sur les savoirs locaux. Donc il a défini un peu l'ethnomathématique comme l'anthropologie générale des concepts et des pratiques mathématiques, l'étude des connexions entre les mathématiques et la culture dans toutes les aires géographiques de la planète, dans tous les groupes humains, dans toutes les époques, avec une implication politique et éducative. Marcia Asher, de son côté, était professeure de mathématiques à Ithaca College à New York. Donc c'était une mathématicienne dont le mari était anthropologue et qui, indirectement, donc, s'est intéressée aux idées et pratiques d'ordre mathématique des sociétés sans écriture. C'est comme ça qu'elle définit, de son côté, l'ethnomathématique. Donc, ça concerne les nombres, la logique, les configurations spatiales et tout agencement de ces composants en système ou structure. Elle a étudié tout cela plus en mathématicienne qu'en ethnologue, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup modélisé en utilisant des mathématiques modernes les idées et les pratiques mathématiques traditionnelles. Paulus Gerdes, néerlandais d'origine, s'est installé ensuite au Mozambique, où il a fondé un centre de recherche ethnomathématique à Maputo. C'était aussi mathématicien, historien des mathématiques d'origine, et il a un peu réalisé la synthèse entre les deux points de vue précédents.
Il a notamment rassemblé d'importants corpus d'artefacts, de figures géométriques issues des arts traditionnels, et il s'est fortement impliqué dans des projets pédagogiques. Alors, qu'est-ce que l'ethnomathématique aujourd'hui? Le sens a légèrement évolué. Je vais prendre la définition d'Eric van Dendrich, un ethnomathématicien français qui fait beaucoup pour l'essor de cette discipline. Je le cite, donc l'ethnomathématique désigne aujourd'hui, de manière générale, l'étude des usages culturellement spécifiques, des concepts et savoirs mathématiques, et tout particulièrement ceux élaborés hors du champ savant et institutionnel. Donc là-dedans, il y a deux choses, hein, les usages culturellement spécifiques et hors du champ savant et institutionnel. Donc maintenant, l'ethnomathématique va au-delà des mathématiques des peuples sans écriture, des peuples de tradition orale. En histoire des mathématiques, vous savez qu'on étudie les mathématiques égyptiennes, les mathématiques babyloniennes, les mathématiques indiennes, les mathématiques chinoises. Et toutes ces mathématiques, on peut les considérer du point de vue ethnomathématique, puisque ce sont des mathématiques culturellement situées dans un langage, dans une société, dans une culture spécifique. De même, au sein des mathématiques occidentales, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, on peut s'intéresser à certains milieux professionnels. Il y a eu par exemple des études ethnomathématiques sur les charpentiers, les tailleurs de pierre, c'est-à-dire des professions qui, sans avoir suivi forcément un cursus mathématique savant de haut niveau, possèdent et mettent en œuvre des savoirs mathématiques acquis par compagnonnage, par transmission directe de maître à élève, par la pratique. Donc là, on a des groupes professionnels hors du champ savant et institutionnel. Ça peut être aussi l'étude des conceptions premières intuitives des enfants non scolarisés ou des adultes en situation d'illettrisme. Il y a eu par exemple des études sur les enfants des rues au Brésil qui travaillent sur les marchés, qui ont développé des compétences numériques, algorithmiques, évoluées, sans être allés à l'école. Et ces savoirs premiers, ces savoirs traditionnels, peuvent justement entrer en conflit avec les savoirs scolaires. Il est donc important pour les enseignants de connaître ces savoirs premiers qui peuvent constituer des obstacles épistémologiques à prendre en compte. Alors, l'ethnomathématique a deux grands types d'objectifs. Donc, premièrement, un objectif qui relève de l'anthropologie, indépendamment du champ de l'éducation, c'est-à-dire étudier ce qu'est l'activité mathématique au sens large du terme. Et d'ailleurs, l'ethnomathématique nous amène à réfléchir à que sont les mathématiques, qu'est-ce qu'une pratique mathématique, qu'est-ce qu'une activité mathématique. Et ça remet en question, ça élargit considérablement ce qu'on peut entendre par mathématiques. Donc étudier l'activité mathématique, mais en relation avec les phénomènes sociaux, la langue, la culture, les légendes, les mythes, les pratiques sociales, valoriser les diverses traditions mathématiques et mieux prendre en compte leurs interactions. Et puis, ce qui nous intéresse peut-être plus spécifiquement au sein du réseau des INSPE, de la formation des enseignants, c'est enseigner les mathématiques à partir de l'environnement culturel et linguistique de l'apprenant, afin de favoriser l'entrée dans les apprentissages mathématiques académiques et leur donner du sens. Alors, ce que je voudrais vous montrer dans cette conférence, ce sont des exemples de ce que nous faisons à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la formation des enseignants, pour exploiter l'ethnomathématique des îles du sud-ouest de l'océan Indien. Alors, tout d'abord, situons l'océan Indien. C'est le troisième océan du globe, une étendue immense qui est bordée par de très nombreux pays. En bleu foncé, vous voyez ici les pays qui appartiennent à l'association des pays riverains de l'océan Indien. Donc c'est une structure de coopération internationale entre ces pays. L'océan Indien
a une histoire très riche. C'est un carrefour entre l'Afrique, le monde arabe, l'Asie. Ça a été depuis fort longtemps le lieu d'énormes échanges commerciaux entre ces diverses zones, et plus récemment avec l'Europe, à travers le canal de Suez, le cap de Bonne-Espérance. Alors nous allons nous intéresser sur une petite partie de l'océan Indien, ce qu'on appelle les îles du sud-ouest de l'océan Indien, qui nous concernent plus directement autour de la Réunion. Dans cette zone, il y a environ 150 îles, la plupart très petites, qui appartiennent à 5 États. Donc, il y a la République des Seychelles, dont les îles principales sont Praslin, Mahé et la Digue. Il y a la grande île, Madagascar. Il y a Maurice, avec Rodrigue qui appartient à l'État mauricien. Il y a les Comores, la République fédérale islamique des Comores, qui comprend 3 îles, la Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Et puis il y a la France avec la Réunion et Mayotte. Alors Mayotte, c'est la 4e île des Comores, qui a décidé de rester française par le référendum de 1974 et qui est devenu un département français en 2009, le 101e département français. Donc en 1974, il y avait eu un référendum aux Comores et 3 îles ont voté à 99% pour l'indépendance et Mayotte a voté à 63% pour rester française. Et le gouvernement français de l'époque a décidé de ne pas considérer le résultat du référendum globalement sur l'ensemble des 4 îles, mais île par île, ce qui fait que Mayotte est restée française. Alors dans toutes ces îles, on est face à des sociétés plurilingues, pluriethniques. Si je reviens en arrière sur l'océan Indien a été peuplé par des vagues migratoires successives. Il y a eu d'abord, au début de notre ère, une vague de migration venue d'Indonésie, qui a atteint Madagascar. Et la langue malgache est une langue de type austronésien. Les Austronésiens étaient de grands navigateurs. Ils ont atteint et habité toutes les îles du Pacifique, très éloignées les unes des autres, et également Madagascar dans l'océan Indien. Et donc il faut être conscient que les Austronésiens pouvaient pratiquer de la navigation au long cours sur de très grandes distances, des milliers de kilomètres, 1000 ans avant Christophe Colomb. Ce qu'on oublie souvent de dire, car notre histoire et notre géographie est trop européocentrée. Ensuite, il y a eu les commerçants arabes qui faisaient du cabotage le long des côtes d'Afrique, qui ont atteint les Comores, puis Madagascar. À partir du XVe siècle sont arrivés les navigateurs portugais, puis français, anglais, hollandais. La traite négrière a amené dans les îles de nombreux esclaves venus d'Afrique. Et enfin, après l'abolition de l'esclavage, les économies sucrières des îles ont fait appel à des engagés venus d'Inde et de Chine, ce qui fait que nous avons des populations de multiples origines, parlant de multiples langues. Chacune de ces îles est très différente des autres, mais dans toutes ces îles, il y a des langues en contact, des cultures en contact. Ce sont des sociétés complexes, extrêmement riches, dont il faut tenir compte pour l'enseignement. Alors, avant de vous présenter quelques expériences pédagogiques, je vais faire un panorama rapide des différents artefacts embarquant des mathématiques et se prêtant à des activités pédagogiques. Alors, quelques exemples d'artefacts réunionnais sur lesquels nous avons travaillé. À gauche, vous avez les lambrequins. Donc, ce sont des bandes de bois que l'on accroche en dessous du toit et dont la fonction est de faire goûter l'eau en avant de la façade pour ne pas abîmer la façade, les portes et les fenêtres. Alors, ces lambrequins
sont des figures géométriques très particulières qu'on appelle des frises. On y reviendra. Au centre, vous avez la broderie de Cilaos. Donc Cilaos, c'est une petite ville qui est située au centre de la Réunion, dans un cirque entouré de montagnes, difficilement accessible. Et depuis le début du XXe siècle, il y a une tradition de broderie qu'on appelle les jours de Cilaos. Cette technique consiste à découper le tissu en carrés, en petits carrés, d'ajourer ces carrés en tirant les fils, et ensuite de broder des figures qui sont souvent des figures géométriques, mais qui peuvent aussi représenter des animaux, des plantes, etc. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle les tapis mendiants, qui sont faits à partir de tissus, de bouts de tissu de récupération. La figure de base de ces tapis mendiants, ce sont des hexagones qui sont assemblés entre eux. Ils sont assemblés en groupes de 7, comme vous le voyez en haut, un hexagone central et 6 hexagones tout autour. Donc ça peut former des maniques, si on s'en tient là. Et ensuite, si on les assemble entre eux, en construisant des pavages, on obtient des couvre-lits, des tapis. On peut aussi fabriquer des peluches ou d'autres objets. Donc tous ces artefacts embarquent beaucoup de notions géométriques et se prêtent à des activités en classe. Quelques exemples d'artefacts malgaches. La sculpture sur bois. À Madagascar, il y a une sculpture sur bois très riche à base de motifs géométriques. Et les jeux de semailles. Donc à droite, vous avez un exemple de jeu de semailles, le catch, qui est très répandu à Madagascar, qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Vous voyez qu'on peut jouer sur le sable en dessinant une grille et avec des petits cailloux, des coquillages, des petits objets. On va y revenir. Et quelques exemples d'artefacts mahorais sur lesquels travaillent nos collègues de Mayotte. Oui, je précise que tous les exemples dont je vais parler sont issus des travaux menés à l'Université de La Réunion, donc ce qui inclut l'INSPE de La Réunion, bien entendu, l'IREM de La Réunion, l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, et depuis que des masters MEF ont été créés à Mayotte dans le premier, dans le second degré, comme ces masters MEF dépendent de l'INSPE de La Réunion, nous travaillons de plus en plus fréquemment avec nos collègues de Mayotte. C'est pour ça que je considère La Réunion et Mayotte comme un tout pour cette conférence. Donc, les artefacts mahorais, ça peut être les décorations sur le visage, les tresses. Nous avons eu l'occasion de travailler avec Karen Lopez, une ethnologue qui a choisi comme sujet de recherche la géométrie des tresses des femmes mahoraises. Elle a intitulé son travail très joliment « En coiffant les mathématiques ». La géométrie des tresses des femmes mahoraises est très très riche. Elle comprend 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le découpage du crâne en parties. Donc le découpage peut se faire en triangle, en carré, en pentagone, en bandes parallèles, en bandes concentriques. Ensuite, dans chaque zone, il y a un tressage d'un premier niveau. On tresse des petites tresses. Puis un tressage d'un second niveau. On tresse les petites tresses en grosses tresses. Et puis, il y a aussi des nœuds pour terminer les tresses et pour que la coiffure ne se défasse pas. Il y a tout un tas de significations associées à ces tresses, des significations symboliques. Il y a des tresses spécifiques pour le mariage, pour les fêtes, pour le quotidien. Et les femmes se réunissent entre elles pour se tresser mutuellement, pour transmettre les techniques de tressage aux petites filles. C'est le moment où elles discutent entre elles des affaires de la société, parce que c'est une société matriarcale où ce sont les femmes qui possèdent les maisons, qui prennent les décisions essentielles. Voilà, donc un travail très très riche et très intéressant qui a été fait avec Karen Lopez, puisqu'il y a beaucoup de théories mathématiques sous-jacentes. Et la théorie des nœuds, la théorie des tresses, ce sont des théories mathématiques très élaborées qui font l'objet de recherches actuelles.
Ensuite, vous avez de nouveau un jeu de semailles dont nous reparlerons, la vannerie, qui existe aussi à La Réunion, à Madagascar, la sculpture sur bois, comme à Madagascar, et puis les bangas. Alors les bangas, ce sont des petites habitations traditionnelles avec une structure de bois, de la terre pour boucher les trous, une couverture en feuilles de cocotier. Alors les bangas, ce sont des petites maisons construites par les jeunes hommes, les adolescents. Lorsqu'un adolescent atteint la puberté, il quitte sa famille et il va se construire une petite case, une petite maison, rien que pour lui, où il va essayer d'attirer une fiancée. Et lorsqu'il se mariera, il ira habiter chez sa femme, parce que ce sont les femmes qui possèdent les maisons. Donc tant qu'un homme n'est pas marié, il n'a pas de maison, il est obligé d'habiter dans un habitat précaire, provisoirement. Et ça permet bien sûr des travaux de géométrie sur la structure de ces cases. Alors venons-en maintenant à quelques exemples de recherches que nous avons menées depuis une douzaine d'années. Donc chaque fois, je vais vous présenter des recherches de type ethnologique et ensuite des applications pédagogiques. Alors mon collègue Luc Thienot a étudié les jeux de semailles à Madagascar et aux Comores. Il a soutenu une thèse sur ce sujet. Alors, il y a deux types de jeux de semailles. Les jeux de semailles qui se pratiquent au nord de l'Afrique et qui ont ensuite essaimé vers l'Asie et vers l'Amérique. Vous connaissez sans doute la wélé, on les appelle de manière générale les wari. Ce sont des jeux avec seulement 2 lignes dans lesquelles on sème. Chaque joueur a une seule ligne. Alors qu'au sud de l'Afrique, dans la zone australe, dans la zone subsaharienne, les jeux sont tout à fait différents. Ce sont des jeux qu'on appelle les solos, comme celui que vous voyez à droite, avec plusieurs lignes pour semer pour chacun des joueurs. Le principe des jeux de semailles, qui sont sans doute fort anciens, qui datent, comme on le pense, du néolithique, consiste à transposer dans un jeu les gestes que faisaient les premiers agriculteurs. Quand vous voulez semer, vous faites des petits trous équidistants dans la terre et puis vous semez 3-4 graines dans chacun. Il ne faut pas en mettre une seule parce qu'il y a trop de chances qu'elle ne poussent pas. Si vous en mettez trop, elles vont s'étouffer mutuellement. Donc le bon nombre, c'est 3-4, comme on le retrouve dans ces jeux. Le principe du jeu, c'est de prendre toutes les graines dans une case, de les semer une par une, et puis si vous arrivez avec la graine finale devant une case de l'adversaire dans laquelle il y a des graines, vous les prenez, vous les capturez, et ainsi de suite. Et le jeu, c'est de capturer toutes les graines de l'adversaire. La plus ancienne trace que l'on possède de ces jeux se trouve dans un écrit d'Étienne Flacourt en 1661 qui a relevé ce jeu dans le sud de Madagascar. Deledic et Popova en 1977 avaient fait une première étude sur ces jeux et ils avaient montré qu'on en rencontrait sur la moitié ouest de Madagascar, mais pas sur la moitié est. Et donc Luc Thienot a fait de nombreux terrains dans la moitié est et il a montré qu'on trouvait aussi ces jeux dans tout Madagascar finalement. Alors l'origine de ces jeux vient de Zanzibar. À Zanzibar, ça s'appelle le bao. Ensuite, à Madagascar, ça s'appelle le catch ou fanga. Et aux Comores, ça s'appelle le mra. Donc, comme on l'a dit, c'est un jeu qui peut se pratiquer très facilement. On peut faire des trous dans le sable, jouer avec des grains de litchi. On peut tracer une grille sur le sol, jouer avec des cailloux. Et on peut aussi avoir des beaux jeux en bois sculptés. Alors, à Madagascar, ce sont plutôt les femmes qui pratiquent ce jeu, les femmes et les enfants. Les hommes, eux, pratiquent un autre jeu
qui s'appelle le Fanourne et qui est une sorte de jeu de dames. Donc il y a un jeu pour les hommes, un jeu pour les femmes, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et aux Comores, par contre, enfin, du moins à l'extérieur, ce ne sont que les hommes qui jouent à ce jeu. Bon, les femmes ne peuvent pas s'exhiber en public dans ce genre de distraction. Alors, je vais vous montrer 2 vidéos pour illustrer ce jeu et évoquer ses potentialités pédagogiques. Donc ici, vous avez 2 petites filles qui jouent avec un jeu imposant. Et vous allez voir que bien qu'elles ne soient pas ou peu scolarisées, elles possèdent des compétences numériques et algorithmiques non négligeables, notamment dans le domaine du comptage. Voilà, je pense que vous avez compris le principe du jeu. On prend les graines dans une case, on les sème une par une. Si on arrive dans une case où il y a encore des graines, on reprend le tas, on continue à semer, et on s'arrête quand il n'y a plus qu'une seule graine dans une case. Et à ce moment-là, s'il y a des graines dans la case de l'adversaire, on les prend et on continue. Alors vous allez voir sur la vidéo suivante que ces 2 jeunes filles sont capables d'anticipation, c'est-à-dire d'examiner plusieurs coups avant d'en choisir un. Voilà, alors Ah non, elle dénombre très précisément le nombre de graines dans chaque case, puisqu'ensuite, par bijection, elles anticipent la case dans laquelle elles vont arriver et elles voient si c'est plus intéressant qu'une autre possibilité. Voilà, donc les parties peuvent être très longues, comme vous vous en rendez compte, parce qu'il peut y avoir des retournements spectaculaires de situation, et il est très difficile d'anticiper au-delà d'un coup. Mais bon, le fait que ces petites filles non scolarisées ou très peu scolarisées possèdent déjà des compétences numériques, de comptage, de dénombrement non négligeables,
peut laisser penser que peut-être on pourrait se servir de ce jeu pour favoriser certains apprentissages numériques. Alors justement, un mémoire de Master MEF premier degré a été soutenu l'année dernière sur ce sujet par Coralie Klein, qui avait en stage donc une classe de CM1 REP, donc une classe avec des élèves plutôt en difficulté, pour ne pas dire en grande difficulté, et elle a décidé de prendre comme sujet de recherche l'utilisation du catch pour améliorer les compétences en calcul mental des élèves. Alors pour atteindre cet objectif, donc elle a simplifié les règles, d'une part pour que les parties ne soient pas interminables, pour que les parties se terminent dans le temps d'une séance et qu'il soit possible de faire plusieurs parties dans une même séance. Donc elle a donné une règle de terminaison, donc dès qu'un joueur a moins de 15 graines dans son camp, il a perdu. Donc à gauche, une fin de partie normale, c'est quand un des joueurs n'a plus aucune graine, et là, ça se termine lorsque un des joueurs a moins de 15 graines. Sur la figure, il y en a 14. Alors c'est intéressant parce que ça oblige les joueurs, à chaque coup, à dénombrer leur nombre de graines pour savoir s'ils ont perdu ou s'ils peuvent encore jouer. Donc cette règle crée de multiples situations de dénombrement. Et comme il y a beaucoup de graines, les enfants ne peuvent pas raisonner par subitisation, par appréhension directe des nombres de graines. Ils sont vraiment obligés de développer des nouvelles stratégies de comptage, de dénombrement. Deuxième simplification. Alors en principe, on prend d'abord les graines de l'adversaire dans la première ligne, et ce n'est qu'une fois que la première ligne est vide qu'on peut prendre les graines de la seconde ligne. C'est la situation que vous voyez à gauche. Alors là, pour simplifier, l'enseignante a décidé qu'on pouvait prendre, si la case de la première ligne était vide, on pouvait prendre derrière les graines de la seconde ligne. Alors en fait, le plus difficile pour les enfants, c'est justement ce qu'on appelle la récolte, c'est-à-dire prendre les graines de l'adversaire. En général, ils déplacent convenablement leurs graines, ils sèment convenablement, mais ils oublient presque systématiquement de prendre. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos. Une première vidéo pour présenter le contexte. Là, sur la droite. Et là, l'élève dénombre pour savoir si son adversaire a... Oh, t'as de la chance. Voilà, t'as de la chance. Elle a combien? 19. Bon, c'est pas l'adversaire qui dénombre, parce que si l'autre ne dit rien, on continue. Il ne va pas dire lui-même qu'il a perdu. Bon, alors, donc la stratégie, ça a été d'abord de découvrir le jeu, les règles, et ensuite, il y a eu des parties jouées 2 contre 2. L'intérêt de faire des groupes de 2 élèves, c'est de provoquer des débats, c'est-à-dire que les 2 élèves vont confronter leurs stratégies respectives pour choisir par discussion quelle est la meilleure des 2. Voici un exemple de débat entre les 2 élèves d'un même temps. T'as 22. Moi, je te dis, prends ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais il pue pas. Si, c'est bon, c'est bon. Oui, si. Non. Tu veux pas? Ah bah si. Tu as pas oublié de récupérer les graines. Vas-y, Voilà, ensuite, il y a des parties 1 contre 1, puis un tournoi au sein de la classe. Et enfin, on passe à des activités sur fiche, donc des problèmes à résoudre sur fiche. Donc c'est une transition et de la manipulation vers la verbalisation et l'abstraction, puisque les enfants doivent raisonner
en imaginant dans leur tête les situations successives, les positions successives des graines. Ils ne peuvent pas les déplacer physiquement. Et alors, vous allez voir les progrès d'un élève. Une première vidéo qui montre que cet élève n'est pas du tout à l'aise en calcul mental. Tu prends ces deux-là, tu vas faire quoi? Je vais aller là. Tu récupères combien? 4. Je récupère 4, oui. Vas-y. Après 1, 2, 3, 4. Tu récupères combien? 4. Ah bon? Et tu récupères pas, tu récoltes pas des graines? Si je récolte ça, Donc tu auras combien? j'aurai 8. Ah bon? Oui, mais oui. 4, 5, 6, 7. Tu auras 7. Ensuite, tu vas faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fonctionne pas. Voilà, donc vous avez vu que sur cette vidéo, l'élève est incapable de calculer 4 plus 3 mentalement. Il est obligé de compter 5, 6, 7. Alors le même élève un peu plus tard. Je prends ça. 1, 2, je prends ça. 1, 2. Et tu récoltes pas là? Et Je prends ça. 1, 2. Ben non, c'est la même chose. Bah si, tu peux. Tu as plus que 1 dans une case. Ok. 2. 1, 2, 4. J'ai 4. 1, 2, 3. Oh, 4, c'est bon. Ça tombe bien. Alors, Ça tombe juste. 3. 1, 2, 3. Ici j'ai 3. 1, 2. Non. Non. Ici j'ai 3. 1, 2, 3. Je récolte ça. Et j'ai 5. 1, 2, 3, 4. 5. Le dernier n'est pas. Voilà, donc là, l'élève a fait ses additions mentalement. Il n'a plus compté, ou du moins à haute voix. Peut-être qu'il a compté dans sa tête, mais il y a un progrès très net. Et de façon générale, l'expérience a montré des grands progrès de tous les élèves en calcul mental à ce niveau. Donc, ce genre d'expérience va continuer. Quelque chose de tout à fait différent maintenant, un mémoire de Master MEF second degré sur les tapis mendiants de Sillaos en 5e. Donc je vous ai présenté tout à l'heure ces tapis mendiants. Voici comment ils sont faits. Hein. On part d'un hexagone en carton. On le pose sur un bout de tissu. On rabat le tissu et on coud les sommets de l'hexagone. Quand on arrive au 6e sommet, on ne serre pas le fil de manière à pouvoir ouvrir l'hexagone et sortir le morceau de carton. Donc ensuite on termine la couture, ensuite on assemble les hexagones 7 par 7 pour former des espèces de fleurs, et ensuite on assemble ces fleurs entre elles pour former un pavage, le tapis mendiant. Alors voici un témoignage que la stagiaire est allée recueillir chez une couturière à Sillaos. Alors la vidéo est en créole réunionnais, bon, je pense que vous arriverez quand même à suivre. Le carton là, Oui, comment est-ce que tu as fait pour faire? j'ai pris un calendrier Oui. et moi, je pose mon carton dessus, on va tailler, je fais tout le tour. Tu as fait le contour avec un stylo? Oui, avec un ciseau pour faire le. Ah, avec un ciseau. Ouais, hein? D'accord. Et après, tu as gagné un autre carton? Oui, après, je pris Ok. c'est pour votre carton d'abord, et puis pris comme ça pour bien. Il faut bien mettre les doigts dessous parce qu'il faut bien. Il faut pas là, en tout cas, les manches. À 2 points. Là, pour le repli, à chaque côté le carton, il plie. Hein? Voilà. 2 points toujours. Tes grands-mères sont encore pour moi, petit frère fané. Raconte-moi ton misère, donne tant que tu l'avais point mangé. Comme il rappelle encore, quand t'es arrive l'aurore. Quand que t'es au réveil, ça te les miennes, t'es l'odeur café. Sorti d'été en bas la Ma chaîne est bien cour. fait. Là, le dernier maintenant. Le dernier point de carton. Il faut qu'il fait bien comme ça.
fait toujours des points, mais il ne serre pas. D'accord, il ne faut pas serrer. Là, il ne serre pas. Il tire. Il ouvre comme ça pour tirer le carton. D'accord. Parce qu'il a besoin de carton pour les autres. Et après, il le carton pour les autres. Là, après, là, il fait bien, il reprend, il arrête bien ou bien il ne sort pas. Là, les points. Voilà. Ok. Il faut vidéo pour ça pas joli. Il faut 14 rosaces pour faire 14 cocottes pour faire une rosace. D'accord. Hein? 14 pour faire une rosace. Là. Il est bon. Ah. Oui. Ouais, il faut coller les deux avec. Donc là, l'époque en coude. Non, ça ne va pas coude. Et ça, il fait une coude. Ça fait une coude. Ça ira seulement les petits La petite gorge. organes qu'il faut mettre avec. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle fabrique de nouveaux hexagones en carton. Parce qu'en fait, elle ne sait pas construire un hexagone. On lui a demandé, elle ne sait pas du tout construire un hexagone. En fait, elle a hérité d'un hexagone d'une précédente couturière. Et quand elle a besoin de renouveler son hexagone, ben, elle le pose sur une feuille de carton et elle découpe autour pour en avoir un autre. Donc, d'où le problème, d'où vient le premier hexagone qui est arrivé dans le cirque de Sillaos, puisqu'ensuite on ne fait que le reproduire. Et d'ailleurs, elle nous a dit que ça lui avait posé des problèmes à certaines fois, parce que quand elle pose son hexagone sur le carton, elle découpe autour, mais comme elle ne veut pas abîmer le premier, elle découpe un peu plus loin. Et donc ces hexagones grossissaient au fil du temps, et après ça lui posait des problèmes de raccordement. Bien, alors donc Karine Maillot, notre stagiaire, a décidé de proposer une séquence pédagogique autour de la construction de l'hexagone régulier dans sa classe de 5e, en partant de cette situation. Donc elle a montré un tapis mendiant aux élèves, et ensuite elle a travaillé selon les méthodes de médiation sémiotique que nous avons travaillé ces dernières années. C'est-à-dire on demande aux élèves qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on le fabrique, d'où ça vient, est-ce que vous en avez déjà vu, où est-ce qu'on en trouve, quelles sont les mathématiques embarquées dans cet artefact, dans cet objet. Et donc les élèves, au bout d'un moment, ils se rendent compte que tout repose sur un hexagone de base qu'il faut savoir construire. Et on enchaîne donc sur... Le carton. On enchaîne sur une situation problème, construire cet objet, cet hexagone régulier dont vous avez appréhendé l'importance. Alors voici des essais successifs des élèves. Donc premièrement, elle leur a demandé de dessiner l'objet à main levée, donc ça a permis de préciser la définition de l'objet. Donc ils ont dit finalement il faut avoir 6 côtés égaux. Ensuite, après la mise en commun, on est passé à une deuxième phase. Prenez vos instruments de géométrie. Donc, il y en a qui ont pris le compas. Ils ont respecté plus ou moins la règle des 6 côtés égaux. Ici, elle est respectée, mais ce n'est pas régulier. Les angles ne sont pas égaux. Un autre élève a eu l'idée d'inscrire la figure dans un cercle. Mais après, il a placé 6 points un peu au hasard. Les côtés ne sont pas égaux. Un autre a fait une construction à la règle seule par tâtonnement, un autre aussi à la règle par tâtonnement, mais en inscrivant sa figure dans un cercle. Et puis finalement, après de très nombreux essais, de très nombreuses discussions, les élèves sont arrivés à la construction experte de l'hexagone régulier en reportant 6 fois le rayon au compas sur le cercle. Ensuite, on leur demande de décrire le programme de construction, de rédiger cette procédure experte qu'ils ont découverte. Et donc, on arrive à un algorithme rédigé correctement qui fait partie maintenant du patrimoine de la classe. Dans la phase suivante, on passe à une activité artistique. Chaque élève est chargé de construire une manique à partir de cette construction experte de l'hexagone.
Et à la fin, les résultats ont été affichés sur le tableau dans la classe, mais l'enseignante avait oublié de fixer un rayon commun pour les cercles, ce qui fait que les élèves ont chacun choisi leur propre rayon, et il n'a pas été possible d'assembler les hexagones pour faire un tapis mendiant. Mais c'est pas grave, mais l'intérêt, c'est que 100% des élèves ont maîtrisé la construction experte de l'hexagone, comme on le voit ici. Alors, à titre de comparaison, donc Karine Maillot avait demandé à une collègue dans une autre classe de 5e de proposer la même séquence pédagogique sur la construction de l'hexagone régulier, mais sans référence au tapis mendiant de Sillaos, donc sans la partie ethnographique. Et dans cette autre classe, où ça a commencé brutalement par aujourd'hui leçon de géométrie, construisez-moi un hexagone régulier, point. Et bien dans cette autre classe, à la fin de la séquence, seul un tiers des élèves maîtrisaient la construction experte, contre 100% dans la classe de Karine Maillot. Et bien sûr, la séquence s'est terminée par un atelier de couture où les élèves ont cousu des hexagones en tissu et les ont assemblés pour fabriquer des maniques qu'ils ont pu ramener chez eux. Donc un très très beau mémoire de master. Un autre type de recherche a concerné la géométrie sculptée des Afmanir à Madagascar. C'est une recherche qui avait été menée par Brigitte Roussel, qui était formatrice à l'INSPE de La Réunion, qui maintenant malheureusement a pris sa retraite. Donc les Afmanir, c'est une ethnie très minoritaire et qui vit dans une zone reculée dans la forêt, très difficile d'accès. Et ce peuple a une tradition de sculpture sur bois avec des motifs géométriques qui décorent comme ça les tonneaux, les portes, les fenêtres, les volets des fenêtres. Et ce sont de très belles sculptures avec beaucoup de figures géométriques. Voici par exemple un extrait de l'un de ces volets où l'on a des rosaces concentriques, des frises parallèles. Donc il y a un matériau très riche pour le géomètre, un matériau très riche pouvant servir à des activités en classe. Mais évidemment, en ethnomathématiques, il ne faut pas se contenter de l'aspect géométrique, de l'étude mathématique des artefacts. Il y a aussi tout l'aspect signification de ces figures dans la culture de l'ethnie considérée. Donc voici un exemple de recueil de ces symboles, de ces significations qui avait été fait par ceci. Ça c'est comme géométrie, que c'est des alvéoles des abeilles. Alvéoles des abeilles. Et ça veut dire quoi, les alvéoles des abeilles? C'est douceur de la vie. Oui. Voilà. Et celui-là? Ça. Oui. Ça dépend. Oui. Même on fait comme ça, c'est comme un soleil. Oui, d'accord. On fait comme ça, c'est comme ça aussi. Oui, c'est pareil pour vous. C'est pareil. Oui. Oui. Mais ça dépend de la dessin, comme ça, par exemple. Oui. Si on met comme ça, c'est le soleil. D'accord. Oui. Et vous appelez ça comment? Ça? Oui. Ça, c'est par exemple, si on fait toile d'araignée directement, c'est tout ça. D'accord. Toile d'araignée. Directement. Et ça? Ça? Oui. Source alors? Source de la vie. Voilà. Ici, là vous l'avez déjà dit. Ça, c'est douceur de la vie. Ah, ici, la toile d'araignée, c'est quoi pour vous la toile d'araignée? Solidarité. Solidarité.
ça. Ça, c'est comme la solidarité aussi, puisqu'elle semble avec. Que par exemple, si j'ai fait les toiles d'araignée comme ça, Oui, avec ça, oui. ensemble comme ça, c'est bon pour la force aussi. Excusez-moi, j'ai pas compris. C'est L'union fait la force. l'union fait la force. D'accord. Ciseaux, non? Ah vous, c'est Ça, c'est pour couper les crépustés. donc c'est la circoncision. La circoncision. Et ça vous dit quelque chose? Ah oui, on peut voir dans le livre. Oui, ah oui. Et les feuilles de bananier? Vous connaissez? Non. Et ça? Ça, c'est pour. On peut voir. Oui, mais je l'ai le livre. Mais pour vous, ça veut dire quelque chose? Ça, c'est comme un. Oui, c'est le ver de terre. D'accord. Voilà. Merci. Et ceci. Voilà, donc après cette enquête, voyez, on voit les figures de manière complètement différente. On ne les voit plus comme des figures géométriques, mais comme des symboles de la cordelette de la vie qui entoure les liens familiaux, les bienfaits d'être ensemble. Donc c'est une porte ou une fenêtre, je ne sais plus, qui a tout un tas de significations lorsqu'on la pose devant sa maison. Alors venons-en à la géométrie, voyons comment le sculpteur procède. Mas am pies com flor, né? Final. Alors ensuite, cette figure, cet instrument de géométrie, ce compas, c'est un compas qui permet de tracer les cercles, a donné lieu à des activités en classe, dont je n'ai pas d'image à vous montrer aujourd'hui, mais je peux vous les raconter. Donc Brigitte avait organisé des séances à partir de là, toujours dans une technique de médiation sémiotique à partir de cet artefact, cet objet mystérieux. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment on le fabrique? Quelles sont les mathématiques embarquées dedans?
Donc il faut que les élèves reconnaissent un compas. Alors c'est un compas qui est différent de notre compas usuel, mais qui est très intéressant en soi, puisque c'est tout à fait l'analogue de la construction d'un cercle sur le terrain lorsqu'on plante un piquet, lorsqu'on utilise une corde en tournant autour, parce que la corde ou la tige de métal matérialise physiquement le rayon du cercle. Donc on voit beaucoup mieux ce qu'est un cercle, l'ensemble des points à égale distance d'un centre. Alors quand on utilise notre compas, il n'y a rien qui joint les deux pointes. Donc le rayon est immatériel. Il faut l'imaginer dans son esprit. Et donc ça c'est sûrement une difficulté pour les élèves de ne pas voir le rayon que l'on utilise pour tracer le cercle. Ensuite, Brigitte avait organisé des activités en 2 groupes dont les élèves devaient écrire un programme de construction géométrique de cette figure. Les uns devaient la construire avec les outils du sculpteur, les autres avec nos outils actuels, et ensuite ils devaient comparer les avantages et les inconvénients des 2 méthodes. Vous avez peut-être noté au passage que le sculpteur n'utilise pas d'équerre, il construit les angles droits à vue, mais il le fait très bien. Une dernière expérience à La Réunion que j'ai menée sur les lambrequins. Les lambrequins décorent la casse créole. La casse créole traditionnelle est remplie de géométrie. Il y a des lambrequins, des impostes, tout un tas de symétries extrêmement intéressantes à étudier, de la case la plus riche en ville jusqu'à la case la plus pauvre à la campagne. Il y a presque toujours des lambrequins. Donc la fonction utilitaire du lambrequin, c'est de faire s'écouler l'eau en avant de la façade de manière à ne pas l'abîmer. De nos jours, évidemment, il y a des gouttières comme partout, donc le lambrequin n'a plus de fonction utilitaire. Il a une fonction uniquement décorative, comme vous le voyez sur la photo du bas. En créole, lambrequin se dit lambroquin ou dentelle lacase. C'est la dentelle qu'on met devant la maison pour la décorer. Les différents motifs de lambrequin ont des significations qu'avait étudié l'architecte Jean-Paul Egon il y a un certain temps. Voici par exemple la chèvre, le papillon, le diable. Autrefois, les lambrequins étaient en bois. De plus en plus, ils sont en PVC, en métal, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Il y a encore des artisans qui peuvent fabriquer des lambrequins en bois, mais ça coûte très cher. Alors là, nous sommes dans le cadre de patterns, de figures géométriques répétitives, dans lesquelles il y a les rosaces, les frises, les pavages. Et les mathématiciens ont étudié depuis longtemps ces figures. À l'origine, ce sont les cristallographes, et en particulier les cristallographes russes, qui ont commencé l'étude des propriétés de symétrie des objets spatiaux, en particulier les cristaux, et ils ont démontré qu'il existait 230 types de structures spatiales, comme disaient les mathématiciens, 230 groupes de symétrie. Heureusement, les figures que nous étudions, les frises, les pavages, les rosaces, ne sont pas des figures à 3 dimensions, mais à 2 dimensions seulement, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de possibilités mathématiques. Je vais donner rapidement quelques éléments de mathématiques pour vous permettre de comprendre tout ce qu'il y a de sous-jacent dans ces figures. Alors, dans le plan, il existe 4 types de symétrie qui permettent de conserver la forme et la dimension d'une figure. Il y a la translation qui consiste à la déplacer parallèlement à elle-même d'une certaine distance. La rotation qui consiste à tourner d'un certain angle autour d'un même point. La réflexion comme réflexion dans un miroir, c'est la symétrie axiale. Et la symétrie glissée, qui est souvent plus difficile à percevoir par les élèves et par tout le monde d'ailleurs, qui consiste à faire suivre une réflexion d'une translation. On appelle ça symétrie glissée. Et il y a 3 types de figures géométriques
en fonction du nombre de translations qui interviennent. Donc, pour toute figure géométrique, donc soit elle n'est invariante par aucune translation, donc dans ce cas on dit que c'est une rosace, soit elle est invariante par des translations dans une seule direction, auquel cas on dit que c'est une frise, soit elle est invariante par des translations dans deux directions, c'est un pavage. Bon, comme les pavages que vous avez probablement dans votre cuisine, dans votre salle de bain. Les rosaces se trouvent dans diverses situations, les flocons de neige, les vitraux des cathédrales, les jours de Sillaos dont on a parlé. D'ailleurs, les jours de Sillaos se prêtent à des activités pédagogiques très intéressantes. Lors de la formation des référents mathématiques de circonscription, je les avais fait travailler sur les jours de Sillaos. Donc, je leur avais donné cette collection de 9 jours de Sillaos et ils devaient les classifier en fonction de la structure géométrique sous-jacente. Donc c'est un point d'entrée dans la géométrie tout à fait passionnant. Les frises, bon, on les rencontre un peu partout dans toutes les cultures depuis l'Antiquité. On les rencontre dans la broderie, dans l'architecture. Bon, ici, vous avez un temple tamoul à La Réunion avec une succession là, de 4 frises. Et puis, bien sûr, les lambrequins. Alors, les géomètres ont démontré qu'il existe 7 types de frises. Il y a 7 structures possibles et pas une de plus. Ce sont toutes les façons de fabriquer une frise à partir d'un motif de base. Donc, au départ, vous choisissez un motif, vous le dessinez n'importe comment, bon, à condition qu'il n'ait aucune symétrie. Et ensuite, soit vous le reproduisez par translation sans rien de plus, c'est le premier type, soit vous transformez le motif de base par une symétrie glissée, et ensuite ce motif élémentaire est reproduit par translation, soit vous reproduisez le motif de base par une symétrie horizontale, une réflexion horizontale, et ensuite vous reproduisez par translation, soit vous utilisez une symétrie verticale, soit vous utilisez une symétrie centrale, ou une rotation d'angle 180 degrés, soit vous combinez une rotation d'angle 180 degrés et une symétrie axiale, soit vous combinez une symétrie horizontale et une symétrie axiale. Il n'y a pas d'autre façon de fabriquer des frises. Enfin, le troisième type de figure géométrique, les pavages. Donc les pavages, comme je disais, vous sont très familiers, à moins que dans votre maison il n'y ait aucun pavage. On en trouve de très beaux à l'Alhambra de Grenade, qu'on considère comme parmi les plus beaux du monde. On a vu les tapis mendiants de Sillaos, qui sont des pavages, bon, si on fait abstraction des couleurs. Et là, les géomètres ont démontré qu'il existait 17 types de pavages possibles. Toujours pareil, vous prenez un motif de base n'ayant aucune symétrie, vous l'enrichissez par un certain nombre de symétries de rotation et ensuite vous le reproduisez dans les deux directions pour remplir le plan tout entier. Alors venons-en au lambrequin, c'est-à-dire ce qui nous intéresse plus spécifiquement. Donc une enquête à La Réunion a montré que la plupart des lambrequins sont du type FM1, c'est normal, c'est conditionné par la fonction utilitaire. Si vous voulez que l'eau s'écoule vers le sol, le mieux c'est d'avoir une pointe dirigée verticalement vers le sol et donc une symétrie verticale. Presque tous sont de ce type. On en trouve du type F1, donc soit pour des raisons décoratives, comme ceux du haut. Vous voyez que la symétrie verticale a été légèrement brisée pour des motifs esthétiques. Et on en trouve aussi lorsqu'on a un lambrequin sur le bord d'un toit penché, un toit incliné. Puisque comme si on veut que la pointe soit quand même vers le sol, ça oblige à rompre la symétrie verticale. Les F2M existent mais sont assez rares, bon, essentiellement pour des motifs économiques, parce que vous comprenez que si vous faites une symétrie horizontale, eh bien la bande du haut ne sert à rien et ça vous coûte 2 fois plus cher, mais ça peut être très joli.
On a repéré un seul type de FM2 qui vient du fait que, vous voyez, la bande du bas a été légèrement décalée par rapport à celle du haut, ce qui brise la symétrie horizontale. Mais c'est rarissime, hein. On n'a pas trouvé d'autres exemples que celui-là. Et puis on a aussi des motifs F2 qui sont sur les toits, les bords des toits inclinés, qui peuvent être d'ailleurs très élaborés. Voici maintenant quelques exemples d'expériences pédagogiques à partir des lambrequins. Une expérience en première qui avait été menée par Nathalie Carrier, professeure au lycée Antoine Roussin. Elle a mené cette expérience pendant de nombreuses années dans plusieurs classes de première. On commence par une sortie pédagogique au village de l'Entre-deux. C'est un village dans lequel il y a beaucoup de cases traditionnelles avec énormément de lambrequins. Et les élèves, par groupe de 2, comme vous le voyez sur les photos, sont chargés tout au long de la journée de noter, de répertorier tous les lambrequins qu'ils rencontrent en se promenant dans le village. Et vous voyez à droite un relevé fait par un élève de première, tout à fait impressionnant, avec une minutie remarquable dans la transcription des motifs observés. Et ensuite, cette enquête de terrain sert de fil directeur tout au long de l'année pour des activités mathématiques. Alors, bien sûr, ça permet de traiter tout le programme de géométrie de première, sur les symétries, les rotations, etc. Mais ça permet aussi un travail statistique, puisque à partir des relevés des élèves, on les classifie par catégorie. Donc ici, c'est un tableau qui est fait en combinant un relevé qui avait été fait par Joël Manglou, commissaire à l'artisanat, un relevé fait par Jean-Paul Egon, un architecte. Donc ce sont des livres qui ont été publiés et qu'on peut aussi utiliser et étudier. Et puis les relevés des élèves. Et en mettant tout ça ensemble, on arrive à un échantillon assez représentatif des lambrequins à La Réunion qui confirme ce que j'avais dit, c'est-à-dire ils sont presque tous de type FM1, parce que c'est le type qui correspond le mieux à la fonction utilitaire, et on en trouve quelques-uns des autres types, mais seuls 5 des 7 types de frises sont représentés. On n'a jamais trouvé de frise de type F1G ou F1M. Et une autre application surprenante en analyse, puisque en première, on peut très bien définir une fonction périodique comme une fonction dont le graphe est une frise dans la direction de l'axe des abscisses. Si j'osais, je dirais qu'une fonction est périodique si et seulement si son graphe est un lambrequin. Et ça, c'est très important. La fonction sinus est une frise de type FM2. La fonction tangente est une frise de type F2. Et tout ça, ça crée des images mentales très fortes dans l'esprit des élèves. Quand un élève pense à une fonction périodique, il voit un lambrequin dans sa tête. Donc, il sait ce que c'est. Et c'est pour la vie. Moi aussi, je vois un lambrequin quand je traite des fonctions périodiques. Autre exemple tout à fait différent, une exploitation en 4e SECPA par Claudine Lorrain, qui était alors professeure au collège de Montgaillard. Elle était partie du constat qu'il y avait des kiosques dans la cour du collège, mais qui étaient tristes. Et elle s'est dit qu'on pourrait les agrémenter en les décorant de lambrequins. Pourquoi pas? Et donc elle a monté un projet pédagogique global, pluridisciplinaire, autour du lambrequin. Donc ce projet a guidé les activités de la classe toute l'année. Donc avec une partie historique, patrimoine historique du lambrequin, pourquoi des lambrequins, éducation artistique, créer des lambrequins, éducation à l'orientation, quels sont les métiers qui interviennent dans la fabrication des lambrequins, technologie et les étapes de fabrication, l'étude de l'évolution d'un produit, mathématiques bien entendu, avec des liens avec diverses parties du programme, géométrie, mesure, frise, algorithme, situation, problème, et peut-être le plus important, la liaison entre l'enseignement général et les ateliers, ce qui est souvent difficile à faire. Donc l'atelier de menuiserie a fabriqué les lambrequins, l'atelier de maçonnerie les a posés, et même l'atelier de pâtisserie a fabriqué des gâteaux en forme de lambrequin. Alors voici
des exemples de travaux d'élèves. Et donc, ils ont étudié les 7 types de frises avec un algorithme qui permet de décider dans quel type on se trouve. Les élèves ont été amenés à créer par eux-mêmes des motifs de lambrequin. Ensuite, ils ont étudié de manière plus sérieuse 2 modèles possibles et ainsi de suite. Donc, le projet les a occupés toute l'année. Et dernière expérience, un mémoire, un dossier de Master MEF second degré. Donc, cette fois, c'est en M1. Donc, c'est cette année. Hein, c'est une de mes étudiantes qui a rendu ce dossier il n'y a pas longtemps. Elle a travaillé pendant son stage en 6e. Donc, elle a commencé par demander à ses élèves de faire des recherches à partir du mot ethnomathématique et de ramener tous les mots en lien avec ethnomathématique. Et ils ont construit ensemble une carte mentale autour du mot ethnomathématique. Bon, ensuite, il y a eu tout un travail classique sur la symétrie axiale qui fait partie du programme de 6e, avec la définition, le programme de construction d'un symétrique, la construction, le découpage, le coloriage de lambrequin. Mais je voulais vous montrer surtout les questionnaires d'évaluation qu'elle a fait remplir aux élèves et qui sont très intéressants. Donc il y avait 4 questions. Avez-vous aimé parler de l'histoire des lambrequins? Qu'avez-vous retenu de l'ethnomathématique? Qu'avez-vous retenu sur l'histoire des lambrequins? Avez-vous aimé l'activité sur les lambrequins? Donc, premier élève, oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris car je ne connaissais pas. L'ethnomathématique, c'est le fait d'intégrer les maths dans notre culture. Les lambrequins sont des décorations sur les façades des maisons. Les lambrequins sont liés aux maths car ce sont des formes géométriques. Oui, c'est trop bien, merci Camille. Deuxième élève, oui, car je ne connaissais pas l'histoire des lambrequins, j'ai beaucoup appris. Qu'avez-vous retenu de l'ethnomathématique? Que c'est l'histoire des mathématiques et l'homme. J'aime bien cette définition spontanée d'un ou d'une élève. Qu'avez-vous retenu sur l'histoire des lambrequins? Que c'est sur les toits des vieilles maisons et ça sert à ne pas mouiller le sol de la maison. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais peu importe. Et avez-vous aimé? Oui, beaucoup, car ça change de l'habitude. Alors, 2 autres questionnaires, rassurez-vous, il n'y en aura que 4, je ne vais pas vous lire l'intégralité des questionnaires de la classe. Oui, j'avais bien aimé l'histoire des lambrequins. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est de la géométrie, que ça dépend des pays et que ça ressemble aux broderies de Sillaos. J'ai retenu qu'avant, on les utilisait pour ne pas que la pluie rentre. L'activité était bien, c'était fun, on avait appris une histoire, c'était bien. Oui, parce que ça nous apprend de nouvelles choses de notre culture réunionnaise. Ça a un rapport avec notre culture. Que c'est des choses pour faire descendre l'eau ou pour faire joli, et on apprend que dans les temps longtemps, on appelle ça les dentelles lacazes. Oui, c'était cool. Voilà, donc ce genre d'activité est en général bien apprécié. Alors pour terminer, je voudrais vous parler d'un dispositif qui a été mis en place à Mayotte en Master MEF premier degré, sous l'impulsion de Jean-Jacques Salone, mon collègue de Mayotte, un dispositif qu'ils ont intitulé les œuvres coopératives. Donc c'est un dispositif qui dure pendant 2 ans, pendant les 2 années du Master MEF premier degré. Les étudiants travaillent par groupe de 3 à 6 et ils choisissent un thème patrimonial ou sociétal qui peut concerner n'importe quelle discipline, mais on les invite à choisir des thèmes pouvant se prêter à des activités pluridisciplinaires. Donc, au premier semestre, ils font une enquête ethnographique dans la société mahoraise. Au 2e semestre, ils doivent réaliser un chef-d'œuvre, c'est-à-dire un dossier numérique multimédia rassemblant les résultats de l'enquête. Au 3e semestre, ils doivent élaborer des ressources pédagogiques contextualisées et pluridisciplinaires à partir du travail ethnologique de la première année. Et au semestre 4, ils doivent mettre en œuvre ces ressources pédagogiques dans leur classe et pendant leur stage. Alors voici des exemples d'œuvres coopératives, une sur les sculptures aux Comores, une sur le mra, on retrouve le jeu de semaille.
Ça, c'est en première année. Donc ça contribue à une sauvegarde du patrimoine culturel de Mayotte, puisque ça fait 5 ans que ce dispositif dure, et donc l'ensemble des dossiers qui peuvent prendre diverses formes, ça peut être des textes, des vidéos, des jeux, tous les moyens d'expression sont permis. Maintenant, le centre universitaire de Mayotte possède une collection de documents qui sert à conserver ce patrimoine traditionnel de Mayotte et qui peut servir aussi de base de référence pour imaginer plus tard des activités pédagogiques. Donc en deuxième année, voici un exemple de projet pédagogique sur le Banga dont j'ai parlé au début. Donc ils avaient fait un dossier ethnologique sur le Banga, et puis en deuxième année, ils ont monté un projet pédagogique consistant à construire une maquette de Banga, et au moins la structure en bois du Banga, avec donc tout un travail de géométrie autour, et pas seulement de géométrie. Voici la carte mentale autour du Banga qui fait intervenir toutes les disciplines. Donc langue vivante, mathématiques, EMC, français, enseignement artistique, éducation physique et sportive, questionner le monde. Donc là aussi, vous voyez, comme les lambrequins tout à l'heure, le Banga sert de fil directeur tout au long de l'année pour travailler dans toutes les disciplines. Alors ensuite, chaque branche de cette carte mentale est raffinée. Par exemple en mathématiques, donc elle est raffinée en espace et géométrie, grandeur et mesure, avec toutes les notions qui sont travaillées à travers le Banga. Ça, c'était une entrée par les disciplines. Un autre groupe a choisi une entrée par les domaines du socle commun. Donc là, c'était sur le MRA, et donc ils ont fait une carte mentale, cette fois, non pas sur les disciplines, mais sur les domaines du socle commun, avec tous les savoirs et savoir-faire à travailler tout au long de l'année autour du MRA. Voilà, donc ce dispositif me semble très intéressant et, à mon avis, mériterait d'être mis en place aussi à La Réunion, pourquoi pas à la fois en premier et en second degré. Alors, si par hasard une directrice de l'INSPE de La Réunion était par là, peut-être qu'elle pourrait en tenir compte. Et pour terminer, je voudrais évoquer aussi quelques recherches linguistiques, parce que bien sûr les savoirs mathématiques sont inscrits dans la langue. Et quelques recherches linguistiques ont commencé pour tenir compte du langage. Je citerai seulement une thèse soutenue récemment à La Réunion par Adriana Folgoat. Bon, c'est une thèse en sciences du langage, mais qui portait sur la dynamique linguistique des relations spatiales en créole réunionnais et sa contribution à la prévention de l'illettrisme. Donc Adriana a répertorié tous les termes du créole réunionnais qui pouvaient désigner des relations spatiales et donc la géométrie. Et on s'est aperçu que le vocabulaire, les conceptions géométriques n'étaient pas forcément les mêmes que les nôtres. Par exemple, en créole réunionnais, il y a 3 mots pour dire il y a devant, au-dessus et de côté. Mais de côté, ça ne précise pas si c'est à droite ou à gauche. Et donc ça peut être un obstacle pour les enfants qui n'ont pas au départ de mots spécifiques pour la droite et pour la gauche. De même, on s'est aperçu que leurs conceptions étaient plus des conceptions de géométrie projective que de géométrie métrique. C'est-à-dire quand on demande son chemin à quelqu'un, il va vous dire c'est par là. Donc il vous donne la bonne direction, mais il est incapable de vous dire c'est à 10 mètres ou c'est à 10 kilomètres. Et puis aussi, on s'est aperçu que beaucoup d'enfants ou d'adultes illettrés arrivaient à s'orienter et à parler de l'espace ambiant dans lequel ils se mouvaient, mais par contre avaient d'énormes difficultés pour parler de ce qui se passe sur une feuille de papier, par exemple pour se repérer dans un tableau à 2 dimensions.
Donc leur vocabulaire, leur conception ne leur permettent pas de faire de la géométrie dans le micro-espace de la feuille de papier qui est une abstraction. Et donc cette thèse très intéressante pourrait être utile pour élaborer des activités pédagogiques de géométrie tenant compte du langage et des conceptions premières des enfants réunionnais, dont la langue première est le créole. Le français est une langue seconde, il faut absolument en tenir compte. À Mayotte, on a un travail en cours qui est très intéressant aussi de la part de Jean-Jacques Salone et de Fanny Duressec sur les aspects linguistiques et mathématiques du patrimoine de Mayotte dans les deux langues principales, le Shimaoré qui est d'origine bantoue et le Kibushi qui est d'origine indonésienne apparenté au malgache. Et ils ont mis en évidence que, par exemple, dans ces langues, il y a un mot pour désigner le vide, le rien, mais il n'y a pas de mot pour le chiffre 0. De même, le lexique géométrique est très pauvre. Il n'y a aucun mot pour triangle, carré, rectangle. Il y a un mot générique qui sert à désigner tous les quadrilatères, qui est précisé en général par le contexte. D'où une interrogation de ses collègues. Faut-il enrichir le Shimaoré, le Kibushi de mots spécifiques dans ces langues, ou est-ce qu'il faut adopter directement les mots français? Ça pose des problèmes qui méritent d'être approfondis. Alors, pour conclure, toutes ces expériences que nous menons depuis une douzaine d'années confirment les recherches qui ont été menées dans le monde entier sur l'intérêt de l'ethnomathématique. Un enseignement des mathématiques contextualisé permet aux apprenants de mieux connaître leur culture, leur société, leur patrimoine matériel et immatériel, fait apparaître les mathématiques comme une production sociale et culturelle ayant une histoire, motive les élèves et accroît leur intérêt pour les mathématiques et favorise les apprentissages mathématiques académiques. Toutes les expériences montrent que, dans le meilleur des cas, les compétences mathématiques des élèves augmentent, mais en aucun cas elles ne diminuent. Et pour terminer, je reprendrai un mot qui avait été la conclusion d'un groupe de travail sur l'ethnomathématique auquel j'avais participé lors d'un colloque ICMI, après de très nombreux exposés et autres. La conclusion, ça avait été: les mathématiques sont importantes, mais les individus sont encore plus importants. Merci. Du coup, je vous avais promis un pas de côté. Là, c'est un grand écart, voilà, par rapport aux mathématiques telles qu'on les a connues. Du coup, on a 5 minutes avant la remise des prix posters. Et voilà, donc un petit échange. Thierry et Marjolaine. Merci pour votre conférence passionnante. Et je me demandais si on ne pouvait pas transposer un peu des éléments de réflexion que vous avez avancés à la géographie. Parce qu'il y a souvent en géographie, alors il y a les géographies vernaculaires, il y a ce qu'on appelle la géographicité, c'est-à-dire tout ce qu'on construit par expérience, qui se traduit justement par des mots, par des termes. Et puis il y a la géographie discipline dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir une telle approche pour la géographie? Je suis convaincu que oui. D'ailleurs, dans les interventions que nous avons entendues depuis ce matin, ça a été évoqué plusieurs fois directement ou indirectement. Ça rentre dans le thème général de partir des conceptions premières des élèves, de leur environnement culturel, social, quelle que soit la discipline, quel que soit le lieu où on se trouve. Cette idée directrice me semble tout à fait valable. Après, c'est à chaque formateur d'enseignants, chaque enseignant de la décliner à sa façon. Je vous remercie, vous m'avez fait faire un magnifique voyage. C'était très agréable. Vous avez peut-être compris tout à l'heure que je suis dans le domaine de la technologie, des sciences industrielles. Et moi, dans votre
présentation d'ethno-mathématiques. Alors j'ai bien vu le rapprochement avec l'ethno, l'histoire du pays, les spécificités locales qui sont très culturellement enrichissantes pour les élèves. Mais j'ai vu aussi que, en fait, cette ethno-mathématique est introduite par la conception et la réalisation de ce que j'appelle moi des objets techniques, qui ont une référence ancienne. Et après est mis en place tout un dispositif de compréhension et de modélisation mathématique du système. Donc personnellement, j'ai pas vu le mathématique exclusivement. J'ai vu vraiment technologie et mathématiques. Voilà. Et c'est vrai qu'on le sait, hein, les mathématiques, c'est la modélisation de tout ce qui est technique. Oui, mais beaucoup de mathématiques viennent aussi d'abstraction à partir d'objets concrets, d'artefacts. C'est comme, moi je travaille beaucoup avec la bac à jetons pour la numération, les techniques opératoires. Et il faut bien comprendre que le calcul indien écrit que nous apprenons à l'école, ce n'est que la transcription sur le papier des manipulations que l'on faisait avant sur la bac à jetons. Donc commencer à travailler avec la bac à jetons avec les enfants, commencer par des manipulations, puis leur montrer qu'au bout d'un moment, pour aller plus vite, pour gagner du temps, on va écrire sur le papier les manipulations au lieu de les faire effectivement. Ça permet de donner du sens, et pour beaucoup d'élèves de tout âge, le travail sur la bac à jetons permet de remédier aux difficultés en numération et aux techniques opératoires de manière très rapide. Moi, j'ai déjà mené des activités, même avec des élèves de terminale scientifique ou même avec des enseignants ayant un master de mathématiques, et on s'aperçoit qu'ils ne comprenaient pas encore la numération et les techniques opératoires. Et ils avaient un succès par imitation de ce qu'ils avaient vu faire par leur maître à l'école, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Et revenir aux manipulations, à cette phase historique qui a précédé le calcul indien écrit, ça permet de remettre les choses en place et de comprendre ce que l'on fait. On ne dit pas « je pose 1, je retiens 3 », on ne sait pas pourquoi. Sur la bac à jetons, on fait des échanges, des groupements échanges. La seule chose à savoir, c'est on échange 10 contre 1 ou 1 contre 10, et puis c'est tout. On ne pose rien, on ne retient rien. Oui. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment passionnant. Et je me dis qu'il arrive vraiment au bon moment. On est en train de... Il y a plein de questions en ce moment sur, oh là là, mais les pauvres enfants, les pauvres élèves, pourquoi ils n'aiment pas les maths, enfin bon, toute cette hystérie par rapport aux mathématiques. Et il y a des approches qui sont, on va leur stimuler le cerveau, on va les faire jouer, tous ces éléments-là qui, ont une certaine valeur, mais pour moi, la dimension culturelle apportée par l'ethnomath est vraiment une dimension qui est importante et qui fait sens à la fois pour les élèves et d'un point de vue mathématique. Donc vraiment merci d'apporter en fait cette autre entrée qui permet de garder tout le sens des mathématiques tout en travaillant le domaine culturel qui est extrêmement important de mon point de vue pour se construire en tant que citoyen. Oui, mais comme vous le dites, c'est un outil parmi d'autres. Il y a aussi l'histoire des mathématiques, il y a les jeux, comme vous dites, il y a les outils numériques, il y a des quantités d'outils à la disposition du professeur pour donner du sens à ce qu'il fait et motiver ses élèves. Bien. Ce sera la dernière question, puisqu'il est 18h, et donc on va passer à la remise des prix pour le prix poster, le prix Jacques Ginestier. Un tout petit mot, voilà, le temps qu'on se prépare et que donc en fait et que les collègues interviennent. Oui, et oui quand même. Comme les commentaires étaient unanimes d'éloges,
Voilà, j'avais pensé que ça pouvait faire office d'applaudissement, mais pas du tout. Donc voilà, merci beaucoup, merci sincèrement pour cette présentation et ce grand pas de côté.